À une époque bien antérieure aux frontières modernes, avant même que le monde ne connaisse la splendeur de Rome ou l'éclat philosophique de la Grèce, s'étendait, à l'est de la Mésopotamie, une terre vaste et riche en contrastes, où déserts et montagnes coexistaient avec des plaines fertiles et des vallées dissimulées. C'est là, au cœur du plateau iranien, que surgiraient les fondations de ce qui deviendrait l'une des civilisations les plus influentes de l'Antiquité, la Perse. Mais avant de s'ériger en empire, cette région était habitée par des peuples qui, silencieusement, tissaient déjà un réseau d'échanges, d'idées et de déplacements qui donnerait peu à peu naissance aux premières routes commerciales organisées. Bien avant l'ascension des Achéménides, les peuples de l'ancien Élam, l'un des premiers royaumes de la région, dont la capitale était Suse, entretenaient déjà des relations avec la Mésopotamie. Des inscriptions sumériennes mentionnent les Élamites comme partenaires commerciaux fréquents, échangeant des ressources minérales, des pierres précieuses et des objets d'art avec des cités comme Ur, Lagash et Nippur. Ces premiers contacts n'étaient pas de simples transactions. Ils constituaient des ponts culturels rapprochant des mondes distincts, montrant que le commerce, dès ses origines, fut aussi un vecteur d'intégration et de transformation. Le relief de la région, bien qu'apparemment hostile, recelait un secret stratégique. Il formait un corridor naturel entre l'Est et l'Ouest, entre le Caucase et l'océan Indien, entre le monde indien et le croissant fertile. Les montagnes, comme les monts Zagros et les déserts, comme celui du Lut, imposaient des défis mais forçaient aussi les voyageurs à emprunter des chemins précis qui, au fil du temps, seraient utilisés par des caravanes, des messagers, des commerçants et même des armées. Ainsi, sur les sentiers tracés par des pasteurs nomades et de petits clans marchands, se formèrent les esquisses des routes qui soutiendraient plus tard l'Empire. C'est dans ce contexte qu'apparurent les Mèdes et les Perses, deux peuples d'origine indo-européenne qui migrèrent vers le plateau iranien vers le deuxième millénaire avant Jésus-Christ. D'abord divisés en tribus, ils coexistaient avec d'autres ethnies locales, apprenant des traditions des Élamites, des Assyriens et des Babyloniens. Les Perses s'établirent dans la région de Parsa, d'où leur nom, et vécurent durant des siècles sous l'influence des Mèdes, jusqu'à ce qu'un jeune chef tribal, nommé Cyrus, fils de Cambyse Ier, rompe cet ordre et change à jamais l'histoire de la région. Cyrus II, connu sous le nom de Cyrus le Grand, fut bien plus qu'un conquérant militaire. En unifiant les Perses et en soumettant les Mèdes, il inaugura ce qui deviendrait l'Empire achéménide, le premier grand empire multiculturel de l'histoire. Dans ses campagnes d'expansion, Cyrus ne se contentait pas de prendre des territoires, il intégrait des peuples. Sa politique de tolérance religieuse et de respect des traditions locales faisait que les régions conquises devenaient relativement rapidement collaboratrices du nouvel empire. Et avec cette intégration venait un ingrédient fondamental, le commerce. La création d'un empire aussi vaste, s'étendant de l'Égypte à l'Inde, exigeait plus que des armées ou de la diplomatie. Il fallait assurer un flux constant de biens, de nourriture, de ressources naturelles et d'informations. Et pour cela, le commerce devint la véritable colonne vertébrale de l'administration perse. Les anciens sentiers furent élargis, des ponts furent construits sur des rivières autrefois infranchissables, et des comptoirs commencèrent à apparaître à des points stratégiques. C'était la naissance d'un système commercial articulé, cohérent et incroyablement avancé pour son époque. Mais bien avant la construction officielle de la route royale, qui serait réalisée plus tard par Darius Ier, existait déjà une mosaïque complexe de chemins commerciaux empruntés par des marchands à pied avec des bêtes de charge ou en caravanes entières. Sur ces routes circulaient des produits exotiques venus des rives de l'Indus, des parfums rares d'Égypte, des métaux travaillés d'Anatolie, des tissus de Phénicie et même de l'ivoire d'Afrique orientale. Chaque marchandise transportait avec elle non seulement une valeur économique, mais aussi des histoires, des symboles et des rumeurs de terres lointaines. La société perse comprenait l'importance du commerce comme peu d'autres. Sur des tablettes cunéiformes retrouvées dans d'anciennes ruines, on trouve des registres détaillés de contrats commerciaux, d'impôts prélevés sur les routes, de listes de marchandises et même de correspondances entre marchands et gouverneurs locaux. Ces documents révèlent non seulement un système commercial efficace, mais aussi une mentalité tournée vers l'organisation, la confiance et la circulation des richesses. Ainsi, en observant les racines du commerce dans le monde perse ancien, nous percevons quelque chose de plus grand que de simples échanges de produits.
nous voyons la naissance d'un réseau qui reliait des peuples de langues, de religions et de coutumes différentes. Nous voyons émerger une mentalité impériale qui comprenait le pouvoir de l'échange, non seulement de biens, mais aussi d'idées et de valeurs. Et surtout, nous voyons comment le commerce façonna l'ADN même de l'Empire perse, préparant le terrain aux grandes innovations qui viendraient avec ses successeurs. C'est à ce moment de l'histoire, avec les fondations de l'Empire déjà posées et les routes tracées dans la poussière des déserts et l'ombre des montagnes, que nous commençons à comprendre comment les Perses transformèrent l'acte de commercer en un art de gouverner. Mais ceci n'est que la première page d'un long voyage. Au milieu du silence du désert et du vent qui souffle sur les pentes des monts Zagros, une figure commença à émerger avec une force qui allait transformer à jamais les contours du monde connu. Son nom était Cyrus le Grand, un titre que peu dans l'histoire put reporter avec autant de mérite. Pour beaucoup, il fut un conquérant, pour d'autres, un visionnaire. Mais pour les marchands, les artisans et les communautés dispersées entre la mer Égée et la vallée de l'Indus, Cyrus fut bien plus. Il fut l'homme qui fit du commerce un pont entre civilisations et de l'Empire un vaste marché multiculturel où l'or circulait autant que les idées. L'ascension de Cyrus ne fut pas un simple hasard du destin. Sa lignée, bien que liée à la noblesse perse, n'était pas celle de rois absolutistes. C'était une époque où les alliances se forgeaient par l'épée, mais se maintenaient par l'intelligence. Lorsque Cyrus se rebella contre les Mèdes, alors dominants dans la région, il ne le fit pas seulement par ambition. Il comprit que la fragmentation tribale freinait la prospérité. Chaque peuple isolé ressemblait à une île encerclée de montagnes, parlant une langue distincte, gardant ses croyances propres, cultivant ses marchandises, mais sans jamais atteindre le potentiel d'un réseau intégré. Et c'est précisément ce qu'il voulut changer. En conquérant le royaume des Mèdes, Cyrus ne détruisit pas, il absorba. Il nomma des gouverneurs locaux, respecta les traditions, permit la continuité des cultes religieux et surtout préserva les routes commerciales. Rapidement, les marchands qui auparavant affrontaient tribus, postes de contrôle hostiles et risques constants commencèrent à découvrir quelque chose de nouveau, la sécurité. C'était comme si, sous le nouveau gouvernement, les sentiers ancestraux se transformaient en veines palpitantes d'un organisme en formation, l'Empire achéménide. Le génie de Cyrus résidait dans sa compréhension qu'un empire ne se maintient pas seulement par des épées affûtées ou des murailles imposantes. Il voyait l'empire comme un organisme vivant, où chaque peuple, chaque village, chaque produit transporté par chameau ou par navire constituait une partie essentielle d'un tout. Son pouvoir s'étendait sur des déserts arides, des forêts denses, des vallées fertiles et des cités grouillantes de vie. Et dans chacun de ces lieux, il cherchait à garantir quelque chose de fondamental, l'ordre, la prévisibilité et le flux. Flux des biens, des informations, des personnes et de la confiance. L'un des symboles les plus forts de ce nouvel ordre fut la libération des Juifs captifs à Babylone. Lorsque Cyrus prit la ville en 539 avant Jésus-Christ, il n'imposa pas la foi perse. Au contraire, il permit aux Juifs de retourner à Jérusalem et de reconstruire leur temple. Ce geste, plus encore que politique, fut un message adressé au monde. Sous le règne perse, il y avait de la place pour tous. Et dans un monde de marchands, où la confiance et la stabilité valent autant que l'or, une telle politique résonnait comme un signal vert. Il était sûr de commercer, sûr d'investir, sûr de prospérer. Les ports du golfe Persique, les routes fluviales traversant la Mésopotamie, les chemins sablonneux menant à l'Égypte ou aux montagnes d'Anatolie, tous ces lieux commencèrent à se connecter comme jamais auparavant. Cyrus encourageait la construction de comptoirs commerciaux, d'entrepôts de grains, de marchés ouverts et de cités planifiées pour accueillir les caravanes. Les marchés cessèrent d'être de simples lieux d'échange pour devenir des centres de coexistence multiculturelle. Et lorsque des peuples se rencontrent, ils n'échangent pas seulement des produits. Ils échangent des idées, des modes de vie, de l'art, du savoir. Ce processus d'unification commerciale sous Cyrus fut si efficace que, même après sa mort, les fondations qu'il avait posées continuèrent de soutenir l'Empire pendant des siècles. Son fils Cambyse II, puis Darius Ier, poursuivirent l'expansion et la consolidation de la structure économique et administrative de la Perse. Mais c'est Cyrus qui planta la graine. Il fut le jardinier de l'Empire, irriguant avec sagesse le terreau fertile de la diversité culturelle. Concrètement,
Cela signifiait qu'un marchand phénicien pouvait vendre ses étoffes à Suse, tout en achetant des pierres précieuses venues de Bactriane. Un scribe égyptien pouvait trouver des papyrus importés d'Inde, tout en dégustant des dattes cultivées au cœur de la Perse. C'était une toile aussi vaste que résistante, entrelacée par des ponts de respect mutuel, de protection gouvernementale et bientôt d'une monnaie commune qui standardiserait les transactions sur tout le territoire. Et s'il existe un symbole représentant cet esprit de connexion créé par Cyrus, c'est peut-être la figure du caravanier. Lui, avec son turban usé, guidant les chameaux à travers le désert, n'était pas seulement un transporteur de marchandises. Il était un messager de l'Empire, un lien entre cultures, un facilitateur de paix par le commerce. Partout où il passait, il portait la marque d'un nouveau monde en formation. Un monde où les différences n'étaient pas des barrières, mais des richesses partagées. Ainsi, l'héritage de Cyrus le Grand ne se résume pas à des conquêtes militaires ou à des proclamations gravées dans des cylindres d'argile. Son véritable accomplissement fut de créer un espace où des civilisations purent coexister sous un même toit, échangeant non seulement des monnaies, mais aussi des significations. Et ce faisant, il façonna l'esprit d'un empire qui influencerait, directement ou indirectement, toutes les puissances qui lui succédèrent. Mais la construction de ce système n'en était encore qu'à ses premiers pas. Et ce fut avec Darius Ier, l'organisateur, l'administrateur suprême de l'Empire, que le commerce perse atteindrait sa plus remarquable sophistication. Ces réformes transformeraient l'Empire en un organisme encore plus cohérent, où la route, le temps et la valeur seraient calculés avec une précision presque moderne. Lorsque Darius Ier monta sur le trône, l'Empire perse était déjà vaste, puissant et redouté. Mais il était aussi dispersé, divers, composé de dizaines de peuples, de langues et de systèmes locaux, ce qui, pour beaucoup, aurait été une menace pour la stabilité, représentait pour Darius une opportunité singulière. Consolider, intégrer et transformer cette complexité en un réseau de fonctionnement impeccable. Si Cyrus avait fondé l'Empire sur la tolérance et l'unification, Darius le ferait prospérer par l'organisation et le contrôle. Et pour cela, il n'existait pas d'outil plus puissant que le commerce. Sous son règne, l'acte d'échanger des biens devint plus qu'un moteur de l'économie. Il devint une manière de gouverner. La première mesure de Darius fut de comprendre qu'un empire sans infrastructure était comme un corps sans système circulatoire. Les routes existantes, beaucoup héritées d'anciens royaumes ou simples sentiers de caravanes, devaient être transformées en voies sûres, continues et efficaces. Naquit alors l'un des plus grands ouvrages de l'Antiquité, la route royale perse. S'étendant sur environ 2700 km, elle reliait la ville de Suse, au cœur de l'Empire, à Sardes, en Lydie, sur les rives de la mer Égée. C'était plus qu'une route, c'était une colonne vertébrale. Le long de cette voie monumentale furent établis des relais réguliers, où les voyageurs pouvaient se reposer, nourrir les animaux et surtout échanger des informations. Ces relais fonctionnaient aussi comme stations du système de postes royaux, une innovation spectaculaire pour l'époque. Des messagers montés, entraînés à voyager jour et nuit, pouvaient parcourir toute la route en environ 7 jours, grâce au changement de chevaux à chaque étape. Une prouesse qui, pour les standards de l'Antiquité, relevait de l'inimaginable. Cette rapidité de communication permettait à Darius de gouverner avec précision et de disposer presque en temps réel d'informations sur ce qui se passait dans les différentes régions de l'Empire. Mais le commerce ne circule pas seulement grâce aux routes. Il faut aussi de la confiance. Et Darius savait que la confiance se construit avec la standardisation. C'est pourquoi l'une de ses réformes les plus marquantes fut la création d'une monnaie officielle, le daric. Fait d'or pur, avec un poids constant et un symbole impérial gravé, le daric devint une référence dans tout le monde connu. Pour la première fois, les marchands, qui jusque-là dépendèrent de troc direct ou de monnaie locale, pouvaient commercer avec une unité de valeur reconnue et respectée de Babylone jusqu'à l'Inde. La circulation monétaire facilitait les contrats, réduisait les conflits et élargissait le champ des échanges. C'était comme si une langue économique commune était enfin parlée entre des peuples différents. En plus de la monnaie, Darius réorganisa la structure administrative de l'Empire en satrapies, ou provinces gouvernées par des satrapes. Chaque satrapie disposait d'une autonomie relative, mais restait liée au centre par des obligations fiscales et militaires. Cette décentralisation coordonnée permettait un contrôle efficace de la perception des impôts.
calculés en fonction de la production locale, y compris du commerce. Les registres de ces prélèvements étaient tenus avec une rigueur impressionnante. À Persépolis, par exemple, on a découvert des milliers de tablettes d'argile portant des inscriptions cunéiformes détaillant les paiements aux ouvriers, les livraisons de céréales et le transport de marchandises. La bureaucratie perse était vaste, mais fonctionnelle, et servait d'engrenage silencieux maintenant l'Empire en mouvement. Un autre pilier fondamental de la politique commerciale de Darius fut la construction de canaux navigables et de routes secondaires. Il ordonna par exemple le creusement d'un canal reliant le Nil à la mer Rouge, anticipant de plus de 2000 ans l'idée du canal de Suez. Cela permettait aux marchandises venues de la Méditerranée d'atteindre l'océan Indien sans avoir à contourner le continent africain. Les possibilités ouvertes par ce canal furent révolutionnaires pour l'époque. Darius investit aussi dans les ports, les arsenaux et l'expansion de la marine perse, faisant du commerce maritime une extension naturelle des routes terrestres. Et ce n'était pas seulement la circulation des biens que Darius encourageait, mais aussi celle des personnes et des savoirs. Des artisans égyptiens étaient recrutés pour travailler dans les palais perses. Des marchands grecs obtenèrent la permission d'ouvrir des marchés dans les cités orientales. Des caravanes venues d'Inde apportaient non seulement des épices, mais aussi des récits et des connaissances. Darius comprenait que le flux des idées était aussi précieux que celui des métaux ou des étoffes. Et là où les idées circulent, naît quelque chose de plus puissant que le profit, naît la culture partagée. Pour soutenir ce système avec stabilité, la sécurité était une priorité absolue. La route royale et ses variantes secondaires étaient patrouillées par des soldats et des inspecteurs du roi, garantissant que les routes soient sûres pour tous, des messagers royaux aux marchands indépendants. Les attaques et extorsions étaient sévèrement punies, car l'empereur savait que l'ordre sur les routes signifiait prospérité dans ses coffres. La paix perse, la célèbre Pax Persica, n'était pas seulement un idéal politique, mais une réalité construite avec discipline, structure et vision économique. Il est impressionnant de constater comment le commerce, sous le règne de Darius, cessa d'être une activité périphérique pour devenir le centre même de la gouvernance impériale. Chaque route construite, chaque monnaie frappée, chaque entrepôt édifié et chaque contrat supervisé contribuait à un écosystème économique permettant à l'Empire de survivre, de croître et de se réinventer. C'était une machine colossale où chaque détail, aussi petit soit-il, avait sa place précise. Ainsi, sous la direction de Darius Ier, l'Empire perse atteignit un degré d'intégration économique et administrative sans précédent. C'était comme si tout l'Empire battait au même rythme, guidé par des lois communes, des routes sûres et des échanges constants. L'infrastructure commerciale qu'il bâtit ne soutenait pas seulement l'Empire, elle était l'Empire. Mais pour que ces routes fonctionnent pleinement, il fallait en comprendre le dessein plus large. Comment elles se connectaient, ce qu'elles transportaient et quels horizons elles reliaient. C'est ce que nous explorerons maintenant, en suivant les chemins qui traversèrent le monde ancien, d'ouest en est, de la mer aux montagnes, transportant non seulement des biens, mais aussi des histoires, des espoirs et des rêves de civilisation qui, malgré leurs différences, apprirent à avancer ensemble. En parcourant les étendues poussiéreuses de l'Antiquité, un voyageur attentif aurait peut-être remarqué quelque chose de singulier, que même aux points les plus éloignés de la carte, des plaines arides aux vallées luxuriantes, des collines escarpées aux plateaux infinis, il existait toujours des traces du passage humain, des sentiers marqués par des empreintes, des restes de caravanes, des fragments de céramique, des pièces oubliées. C'étaient les vestiges de ce qui allait devenir l'une des plus grandes conquêtes de l'ingéniosité humaine, la création de routes reliant des cultures, des empires et des époques. Et nulle part ailleurs ce projet ne fut exécuté avec autant de précision que dans l'Empire perse, sous le règne de Darius Ier. Dans ce vaste territoire multiculturel, la route royale perse apparut comme l'artère vitale d'un empire qui respirait par le commerce. Elle n'était pas seulement une voie de pierre et de terre. Elle était un symbole du pouvoir organisé et de l'intelligence administrative d'un empire qui comprit très tôt que contrôler l'espace physique signifiait aussi contrôler l'économie et l'âme de ses peuples. Longue de plus de 2700 km, la route royale reliait les villes de Moussi-Uzman, au sud-ouest de l'Iran, et de Psardamossi, en Anatolie occidentale, traversant plaines, rivières, vallées et montagnes. Son tracé n'était pas arbitraire.
Il suivait les chemins des anciens royaumes d'Assyrie, de Lydie et de Médie. Darius, dans sa sagesse, ne détruisit pas ces routes. Il les perfectionna. Le long de la route, des installations appelées chakanes furent construites à intervalles réguliers. Dans ces haltes, les voyageurs pouvaient trouver repos, eau, nourriture et surtout protection. C'était aussi là que les messagers du système postal royal échangeaient leurs chevaux contre des montures fraîches, garantissant la continuité de leur mission. L'historien grec Hérodote, qui parcourut certaines parties de l'Empire et documenta ses impressions, fut stupéfait par la rapidité des messages transportés grâce à ce réseau. Dans un monde sans moteur, sans satellite ni câble télégraphique, les Perses avaient créé un système de communication si efficace que même les empires modernes mettraient des siècles à l'égaler. Mais la route royale n'était que la colonne vertébrale. Des centaines d'autres voies secondaires s'y rattachaient, conduisant marchandises et voyageurs vers des destinations telles que Babylone, Persépolis, Ecbatane, Damas, Gaza, Memphis et jusqu'à la lointaine Taxila, dans la vallée de l'Indus. Ces ramifications formaient un réseau de routes commerciales qui transformait l'Empire en un tissu vivant et palpitant. À chaque carrefour, le monde ancien se rencontrait, Arméniens avec leurs chevaux, Égyptiens avec du lin et du papyrus, Indiens avec des épices et de l'ivoire, Phéniciens avec des colorants et du verre, Babyloniens avec des céréales et du savoir astronomique. Le transport sur ces routes prenait des formes diverses. Des caravanes de dizaines de chameaux traversaient les zones désertiques, tandis que mulets et chevaux dominaient les régions montagneuses. Dans les zones fluviales, des embarcations glissaient sur le Tigre, l'Euphrate et d'autres rivières, transportant des charges lourdes plus rapidement. Chaque voie exigeait une adaptation, et les Perses développèrent des solutions logistiques selon les obstacles naturels. Par exemple, dans les régions de chaleur extrême, des abris ombragés et des puits profonds étaient construits le long des chemins. Dans les zones enneigées, des sentiers étaient marqués par de hautes perches et des signaux visuels pour éviter aux conducteurs de se perdre. Et que transportait-on sur ces routes? La variété était aussi vaste que l'Empire lui-même. Or et argent. Voyageaient des mines de Lydie vers les coffres de Suse. Étoffes fines et tapis. Quittant le plateau iranien pour le bassin méditerranéen. Céréales, dattes et huiles circulaient pour nourrir les centres urbains. Fourrures, teintures, parfums et céramiques se diffusaient comme biens de luxe. Mais au-delà des produits, quelque chose de plus précieux encore circulait sur ces routes. L'information. Nouvelles de guerre, alliances, naissance de rois, épidémies, éclipses. Tout cela était transmis d'un bout à l'autre de l'Empire, générant une conscience collective qui unissait ses extrémités en une seule pulsation. Dans les villes et comptoirs situés le long de ces routes, naissaient des marchés multiculturels, où l'on parlait plusieurs langues et pratiquait diverses traditions. Il n'était pas rare qu'un marchand grec ait besoin d'un traducteur pour négocier avec un caravanier bactrien, tandis que des scribes perses supervisaient les contrats avec des sceaux officiels. Dans certains de ces centres apparurent même des codes commerciaux cherchant à uniformiser poids, mesures et taxes douanières. La bureaucratie impériale était vaste, mais fonctionnelle. Registres fiscaux, barèmes de tribus, licences de passage et autorisations de marché garantissaient un commerce régulé, sûr et surtout profitable pour tous les participants. Un autre aspect marquant des routes perses était leur fonction diplomatique. Elles ne servaient pas uniquement au transport des marchandises, mais aussi au déplacement des ambassadeurs, érudits, artistes et religieux. Les routes étaient des espaces d'échange culturel et spirituel. Elles virent passer les premiers écrits du zoroastrisme, les croyances des peuples anatoliens, les idées philosophiques venues d'Inde. Au cours de ces voyages, des temples étaient érigés, des sanctuaires recevaient des pèlerins, et les croyances se mélangeaient, engendrant une vision du monde riche et complexe qui résonne encore dans les mythes du Moyen-Orient. En plus des routes terrestres, Darius encouragea l'usage de routes maritimes, dans le golfe Persique, la mer d'Arabie et même la mer Rouge. Il comprenait que la navigation offrait une manière plus rapide de relier des régions lointaines. Des cités portuaires comme Tyr, Sidon et Oman devinrent des centres vitaux pour le transport de cargaisons précieuses telles que pierres rares, encens, bois et animaux exotiques. Les navires phéniciens naviguaient sous bannière perse, protégés par des traités et des garnisons maritimes, tandis que des marins égyptiens étaient engagés pour diriger des embarcations
franchissant des détroits périlleux. Avec tout cela, l'empire de Darius ressemblait à un grand organisme interconnecté par des nerfs de pierre, d'eau et de sable. Chaque route qui transportait un sac de blé véhiculait aussi une semence de culture. Chaque navire qui franchissait un golfe portait avec lui un souffle venu d'autres mondes. Le commerce, dans ce contexte, était une manière d'étendre l'ordre impérial sans recourir à la guerre. Une guerre de séduction, de nécessité, de désir partagé pour des biens qui transformèrent des vies et unissaient des destins. Ainsi, tandis que le monde tournait sur ses orbites de tension, les Perses parcouraient leur route avec une calme méthode. Ils savaient que celui qui contrôle le chemin contrôle le temps, et que celui qui contrôle le temps dicte le rythme de l'histoire. La route royale n'était pas seulement une voie entre des cités, elle était un fil invisible cousant passé et avenir, Orient et Occident, désir et accomplissement. Mais pour comprendre pleinement ce monde d'échanges et de connexions, il faut mieux connaître ses protagonistes. Le marchand, les produits qu'il transportait, les symboles qu'il représentait et les routes secrètes du désir humain de bien et de beauté. Allons à leur rencontre. Au milieu du va-et-vient des caravanes traversant le désert, sous le tintement des clochettes accrochées au cou des chameaux et le murmure des vents d'Orient, se dressaient les silhouettes énigmatiques des mâts marchands perses. Hommes et femmes qui connaissaient les chemins secrets de l'Empire, les rythmes des marchés, les désirs des élites et les besoins des paysans. Ils étaient les véritables fils conducteurs du commerce. Leurs mains calleuses touchaient aussi bien les pièces de monnaie que les manuscrits, les soies que les songes. Et c'est par eux que circulaient les produits les plus précieux du monde ancien, comme le sang dans les artères d'une civilisation vivante et palpitante. Être marchand en Perse n'était pas seulement un métier, c'était un mode de vie, un art de circuler entre les mondes. Tout en étant des voyageurs solitaires, ils appartenaient aussi à une vaste communauté structurée et respectée. Les marchands ne faisaient pas que vendre. Ils négociaient, évaluaient, observaient, rapportaient. Beaucoup savaient lire et écrire, maîtrisaient plusieurs langues et portaient en eux une carte mentale des routes, des fluctuations des prix, des dangers des chemins et des opportunités cachées dans les foires lointaines. C'est pourquoi leur nom apparaissait fréquemment dans les registres fiscaux des satrapies, dans les contrats conservés dans les temples et jusque dans les lettres échangées entre gouverneurs et nobles. Et que transportaient-ils donc? Les tissus figuraient parmi les produits les plus convoités. La Perse était renommée pour ses tapis finement tissés, aux motifs géométriques et symboliques qui séduisaient de l'Égypte jusqu'à l'Inde. Ces tapis n'étaient pas de simples ornements, c'étaient des signes de prestige. À côté d'eux circulaient aussi des soies, du lin égyptien, du coton indien et de la laine de Médie, diffusés avec fluidité le long des routes et des ports de l'Empire. Des étoffes parfumées aux essences orientales ou teintées avec des colorants rarissimes, comme la pourpre phénicienne, devenaient de véritables joyaux mobiles, exhibés dans les palais des rois et les salons des ambassadeurs. Mais le commerce ne se limitait pas à l'esthétique. Les métaux précieux constituaient une base solide des échanges. L'or de Lydie, l'étain d'Arménie, l'argent des montagnes perses, le fer de Médie, tout cela était extrait, fondu, façonné et transporté en lingots ou en pièces ouvragées. Avec ces métaux, on frappait des monnaies, on fabriquait des parures, des armes et même des instruments rituels. Les marchés s'animaient lorsqu'une cargaison d'or arrivait. Les prix s'agitaient comme des feuilles au vent, et des rumeurs se propageaient d'oasis en oasis, faisant vibrer l'économie par la simple idée de rareté ou d'abondance. D'autres produits, plus subtils mais tout aussi précieux, jouaient un rôle central. L'amensance, en particulier l'âme au Liban, venue d'Arabie et d'Afrique orientale, était utilisé dans les cérémonies religieuses, les bains et les rituels funéraires. Son parfum imprégnait les temples zoroastriens et les demeures nobles, devenant un symbole de statut et de spiritualité. La myrrhe, la cannelle, le clou de girofle et le poivre, produits venus de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est, complétaient la palette aromatique de l'Empire. Ils étaient coûteux, certes, mais rares étaient les biens capables de symboliser avec autant de force la sophistication d'un banquet qu'une épice exquise. La liste s'allonge, des lins chevaux bactriens, réputés pour leur force et leur agilité, vendus pour l'usage militaire et cérémoniel, des hautbois exotiques, du Caucase, utilisés pour la construction de palais et de navires, des haies verts et bijoux phéniciens,
aux incrustations raffinées défiant le temps, des céréales, notamment l'orge et le blé, transportés pour nourrir les villes et les armées impériales, des fruits secs, comme les dattes et les figues, qui servaient aussi bien de nourriture que de monnaie d'échange dans les régions arides. Il y avait aussi les produits à valeur symbolique, amulettes, idoles, statuettes, tissus avec inscriptions sacrées, manuscrits religieux et philosophiques. Ces objets circulaient lentement de main en main, véhiculant idées, croyances et mystères. Un manuscrit zoroastrien écrit en araméen pouvait atteindre l'Inde et être réinterprété par des prêtres brahmanes. Un symbole gravé sur une pierre mésopotamienne pouvait devenir talisman parmi des pasteurs afghans. Le commerce, à cet égard, était aussi un agent de la métamorphose culturelle. Et comment ces échanges se réalisaient-ils? Les marchés perses fonctionnaient avec une grande organisation. Beaucoup de produits se vendaient dans des bonnes foires périodiques, organisées au croisement de routes ou à l'occasion de fêtes religieuses. D'autres échanges avaient lieu dans de vastes bazars permanents, protégés par les autorités locales, avec des étals tenus par des commerçants autorisés. Les contrats étaient officialisés par des témoins, des seaux d'argile et des poids normalisés. Les marchands les plus influents employaient comptables, scribes et gardes, et voyageaient en caravane escortés par des soldats ou par des tribus nomades soudoyés à l'avance. Les paiements variaient, pièces impériales, comme les pédariques d'or, lingots, troc direct de produits contre produits, crédits inscrits sur des tablettes ou même reconnaissance écrite valable d'une province à l'autre. La confiance était l'atout le plus précieux. Un marchand réputé pour son honnêteté pouvait négocier sans monnaie, sa seule parole suffisait. En temps de crise, sécheresse, guerre, épidémie, la valeur des produits changeait radicalement. Le blé pouvait valoir plus que l'or, et une étoffe simple devenir plus désirable qu'un bijou. L'économie perse, bien qu'en partie centralisée, restait flexible et sensible aux dynamiques des routes, aux récoltes et aux rumeurs de l'Empire. Dans ce contexte, le rôle du marchand ressemblait à celui d'un prêtre du quotidien, un lecteur de signes, un prévisionniste de mouvements, un fournisseur de solutions. Ces produits ne soutenaient pas seulement villes et palais. Ils créaient des liens entre les peuples, engendraient l'interdépendance et cultivaient le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus vaste. Une pièce de céramique façonnée à Suse pouvait servir dans un rituel à Thèbes. Un parfum indien transporté par un navire phénicien pouvait être offert dans un temple lydien. Le commerce unissait les royaumes par la beauté, par le besoin et par le désir. Ainsi les marchands perses, avec leurs habits de voyage et leurs regards attentifs, devinrent les architectes silencieux d'un ordre économique qui allait influencer les empires pendant des siècles. Dans leurs mains reposaient les produits les plus précieux du monde ancien. Mais il y reposait aussi quelque chose de plus durable, la conviction que, malgré les distances et les différences, les peuples trouvent toujours un moyen de se relier par ce qu'ils partagent, désirent et rêvent. Et pour que ce vaste réseau d'échanges prospère, il fallait plus que des routes et des produits. Il fallait des villes stratégiquement placées, véritables cœurs battants du commerce impérial. Entrons maintenant dans ces cités, à travers l'immensité de l'Empire perse, entre montagnes escarpées, plaines brûlées par le soleil et rives silencieuses de fleuves millénaires, surgissaient des cités qui n'étaient pas de simples regroupements de pierres et d'argile. C'étaient des centres de convergence. Là, les langues se mêlaient, les marchés vibraient, les temples résonnaient de voix invoquant de multiples dieux, et le martèlement des artisans rivalisait avec le murmure des pièces que l'on pesait. Ces cités formaient les amidoneuses de la toile économique, de l'empire achéménide, des points où les routes se croisaient, où les produits circulaient et où les destins se transformaient. Bien plus que des capitales administratives, elles étaient les cœurs battants d'un commerce qui animait non seulement les richesses, mais aussi l'esprit d'une civilisation multiculturelle. Parmi elles, peut-être aucune ne symbolise mieux la grandeur de l'Empire que Suse. Située entre les fleuves Karkheh et Dez, Suse était l'une des plus anciennes cités du monde, déjà florissante avant même l'ascension des Perses. Adoptée comme capitale administrative par Darius Ier, elle fut entièrement remodelée. Ses palais, ornés de hautes colonnes et de carreaux vernissés, reflétaient la lumière du soleil comme des joyaux polis. Mais au-delà de la pompe royale, Suse était un carrefour vibrant. Les caravanes y déchargèrent leurs céréales, pierres précieuses, tapis et céramiques. Les marchés regorgèrent de produits venus de la vallée de l'Indus,
de Phénicie, d'Égypte. Les fonctionnaires impériaux enregistraient tout, poids, contrats, impôts. Et le soir, à l'ombre des jardins suspendus, les marchands discutaient prix et scellaient des accords à la lumière des lampes à huile. Une autre cité d'importance monumentale était Babylone. Bien avant la conquête de Cyrus, elle représentait déjà un centre économique et culturel sans égal. Mais sous domination perse, son rôle s'élargit encore. Située entre le Tigre et l'Euphrate, Babylone était l'axe naturel entre l'Orient et l'Occident. Grâce à sa position stratégique et à son infrastructure urbaine avancée, elle attirait non seulement les marchands, mais aussi astronomes, scribes, ingénieurs et prêtres. Ses murailles colossales protégeaient des entrepôts remplis de céréales, des dépôts de métaux précieux, des ateliers de textiles et des centres de change. La fameuse porte d'Ishtar, traversée par des processions religieuses, voyait également défiler sans cesse des charrettes chargées de produits et de voyageurs venus de tous horizons. Le commerce, ici, se confondait avec le sacré. Persépolis. Quant à elle, bien que davantage connue pour son faste cérémoniel, jouait aussi un rôle central dans le contrôle économique. Conçue comme un symbole de l'unité impériale, elle fut méticuleusement planifiée. Ses vastes escaliers, ses bas-reliefs sculptés et son architecture monumentale racontèrent l'histoire de la soumission et de la collaboration entre peuples. Dans ces salles fonctionnait une administration d'une précision remarquable. Des milliers de tablettes d'argile y consignaient salaires, tributs et transactions. Redécouverts des siècles plus tard, ces documents révèlent un empire qui rémunérait ses ouvriers au mérite, distribuait des rations selon la hiérarchie et contrôlait les stocks avec une rigueur presque moderne. Persépolis n'était pas seulement le visage de l'empire, elle en était aussi le cerveau bureaucratique. Au nord, niché dans les montagnes, Ecbatane offrait un autre profil de centre commercial. Située dans une région au climat plus tempéré, elle était réputée pour ses tissus luxueux et servait de résidence estivale au roi perse. Mais son importance ne tenait pas qu'à son climat. Ecbatane constituait un lien vital entre les routes du Caucase, de l'Asie centrale et du cœur perse. Ces marchés attiraient marchands arméniens, Mèdes et Scythes. On y fondait des métaux rares, on y taillait des pierres précieuses, on y triait des épices pour redistribution. Son cosmopolitisme se reflétait dans la diversité des accents, des habits et des saveurs présents dans ses foires. Ecbatane prouvait que, même loin des trônes centraux, le commerce restait florissant. À l'extrême ouest, Sardes, en Lydie, représentait l'extrémité ou le point de départ de la route royale. C'était une cité d'or au sens propre comme au figuré. C'est là que, bien avant les Perses, apparurent les premières pièces métalliques du monde. Sous domination achéménide, Sardes conserva cette tradition monétaire et devint une base militaire et économique d'où partaient les expéditions vers la mer Égée et la Méditerranée. La ville servait de porte d'entrée aux produits grecs, huile d'olive, vin, céramique, artefacts en marbre, qui trouvaient dans les marchés perses un public avide de nouveautés. En retour, on exportait encens, tapis, cuir, fruits secs et métaux. La vie à Sardes était rythmée par le martèlement des orfèvres, les cris des crieurs publics et l'arôme des épices fraîchement arrivées par des caravanes venues du cœur de l'Empire. Damas, Gaza, Memphis, Taxila. La liste des centres commerciaux perses s'étend comme les ramifications d'un arbre millénaire. Chacune de ces cités avait sa vocation, portuaire, fluviale, artisanale, agricole, spirituelle. Mais toutes étaient reliées, fonctionnant comme un système coordonné. La stabilité assurée par la Pax Persica permettait à ces centres de fonctionner avec prévisibilité et sécurité. Et cette prévisibilité était le terreau de la prospérité économique. Il faut rappeler que ces cités ne servaient pas seulement les Perses. L'Empire abritait Égyptiens, Juifs, Grecs, Lydiens, Babyloniens, Scythes, Parthes, Indiens et tant d'autres. Ainsi, les marchés urbains étaient aussi des espaces de cohabitation, d'apprentissage et de médiation. On y voyait naître des partenariats interethniques, des familles marchandes mixtes, des traductions de manuscrits, des échanges de techniques agricoles et de nouvelles modes. Le tissu urbain était à l'image de l'Empire, divers, dynamique et interdépendant. Dans les ruelles pavées, les sons des langues s'entremêlaient comme les fils d'un tissu. Araméens, grecs, vieux perses, lydiens, égyptiens, des voix différentes, mais qui parlaient la même langue sur les étals des marchés.
celle de la valeur, du besoin et de l'échange. Et même dans l'ombre des palais ou sous les arcs des temples, l'écho du commerce résonnait. Une cargaison d'épices venait d'arriver, un lot d'or venait d'être négocié, un contrat venait d'être scellé. Ces cités commerciales, avec leur rythme propre, leurs odeurs, couleurs et sons, étaient bien plus que des points sur une carte. C'étaient des organismes vivants, respirant l'air de l'Empire, absorbant sa diversité et lui restituant richesse, savoir et culture. Ce sont elles qui permirent à l'Empire perse de ne pas être seulement une puissance militaire, mais aussi un phare économique et civilisationnel. Et tandis que les armées marchaient et que les rois prononçaient des discours, les marchés suivaient leur cycle éternel d'ouverture, d'échange et de réinvention. Mais le commerce perse ne s'exerçait pas en vase clos. Il touchait des frontières, il touchait d'autres empires. Et dans la prochaine étape de notre voyage, nous verrons comment ce réseau commercial s'entremêla avec les marchés d'Égypte, de Grèce et d'Inde, créant un monde antique bien plus interconnecté que nous ne l'imaginons. L'immensité de l'Empire perse n'était pas seulement une question de territoire. C'était une extension de présence, d'influence, de connexion qui résonnait bien au-delà de ses frontières administratives. Le commerce perse, telle une marée silencieuse mais irrésistible, atteignait des terres lointaines, se faufilait entre les empires voisins, touchait les marchés du bassin méditerranéen et les routes du sous-continent indien. Et c'est précisément à travers ces interactions, avec l'Égypte au sud, la Grèce à l'ouest et l'Inde à l'est, que l'économie perse se transforma en un réseau transcontinental d'échanges, d'idées et de pouvoir. Commençons par l'Égypte, l'un des royaumes les plus anciens du monde, avec des traditions commerciales établies bien avant l'ascension des Perses. Lorsque Cambyse II, fils de Cyrus, conquit l'Égypte en 525 avant Jésus-Christ, le trône des pharaons se mit à répondre à Suse, mais le flux commercial égyptien ne fit pas que perdurer. Il s'amplifia. Le Nil, colonne vertébrale de la vie égyptienne, devint aussi un canal d'approvisionnement pour l'Empire. Céréales, papyrus, lin fin, parfums et encens étaient transportés sur de grandes embarcations vers les comptoirs perses, d'où ils empruntaient les routes terrestres jusqu'à l'intérieur de l'Asie. L'intégration économique fut si profonde que les Perses commencèrent eux-mêmes à valoriser et à importer des techniques égyptiennes d'irrigation, de construction navale et de médecine. À Memphis et Saïs, grands centres urbains de l'Égypte sous domination perse, il existait des marchés bilingues, où les scribes enregistraient les contrats en démotique et en araméen. Les monnaies perses circulaient aux côtés des systèmes locaux de pesée, créant une économie hybride qui unissait le pragmatisme administratif perse à la tradition millénaire des Égyptiens. À Alexandrie, qui naîtrait un siècle plus tard, cette fusion atteindrait son apogée. Mais les fondations avaient déjà été posées durant la domination perse. À l'extrême opposé, tournons nos regards vers l'Occident hellénique. La relation entre Perses et Grecs fut certes marquée par la rivalité, mais aussi par un intense échange commercial. Bien avant les guerres médiques, des marchands grecs s'étaient déjà implantés sur le territoire perse, et inversement. La Lydie, située en Anatolie occidentale et intégrée à l'Empire achéménide, abritait une population fortement hellénisée. Des cités comme Éphèse, Milet et Halicarnasse, bien qu'ayant conservé leur autonomie culturelle, étaient emplacées sous supervision perse et servèrent de pont pour le commerce avec la Grèce continentale. Les produits échangés entre ces civilisations illustrent la profondeur de cette connexion. Huile d'olive, vin, céramique peinte, statues de marbre et manuscrits philosophiques partaient des cités grecques vers l'Orient. En retour, elles recevaient tissus perses, bijoux, encens, épices, chevaux et or. Les Grecs appréciaient grandement les biens orientaux, les considérant comme des symboles de luxe et de raffinement. Les Perses, de leur côté, admiraient l'habileté artistique et le raisonnement mathématique des Grecs au point d'engager des artisans helléniques pour travailler dans les palais de Persépolis et de Suse. La guerre n'interrompait pas complètement le commerce, elle le rendait seulement plus discret. Les marchands continuaient à opérer sous pavillon neutre et les échanges se poursuivaient dans des ports tels que Tyr, Sidon et Rhodes. De plus, de nombreux Grecs, comme Hérodote, voyagèrent librement à travers l'Empire perse et relatèrent non seulement ses structures politiques, mais aussi ses pratiques économiques. Derrière l'apparence du conflit existait une admiration silencieuse entre ces deux mondes.
Mais si une frontière illustre la prospérité et la complexité du commerce perse, c'est bien l'Est, l'Inde. Les contacts commerciaux avec le sous-continent indien remontaient à des temps antérieurs à la consolidation de l'Empire perse, mais sous Darius Ier, la région de la vallée de l'Indus fut officiellement intégrée comme satrapie. On l'appelait Indouche, et elle était considérée comme l'une des provinces les plus riches de l'Empire. Le tribut annuel payé par l'Inde aux Perses, rapporté par Hérodote, était le plus élevé de tous les peuples soumis. Et ce n'était pas sans raison. De la vallée de l'Indus provenaient des épices rarissimes, pierres précieuses, coton, bois exotiques, animaux tels que éléphants et paons, ainsi que des artefacts spirituels et manuscrits philosophiques. Les Indiens, en retour, recevaient des produits perses tels que métaux, tissus, chevaux, parfums et techniques administratives. Le commerce entre la Perse et l'Inde n'était pas seulement lucratif, il était aussi spirituel. Le contact avec les traditions hindoues et bouddhistes influença les pratiques religieuses et cosmologiques dans l'est de l'Empire perse, notamment en Bactriane et en Arachosie, région de forte mixité culturelle. Les routes reliant la Perse et l'Inde comprenaient des passages terrestres à travers l'Afghanistan, comme la célèbre vallée de l'Helmand, et des routes maritimes par le golfe Persique et la mer d'Arabie, reliant les ports indiens à des cités perses telles qu'Ormuz, Oman et Sohar. Dans nombre de ces ports, des communautés indiennes s'installèrent, créant de quartiers commerciaux bilingues et des temples dédiés aux divinités du panthéon hindou. L'Empire s'ouvrait au monde, et le monde s'ouvrait à l'Empire. Ce qui frappe le plus dans cette toile d'interaction, c'est que le commerce perse n'était pas une imposition. C'était une invitation à la cohabitation. Les Perses ne colonisaient pas les cultures, ils les intégraient. Ils savaient que la force du commerce ne réside pas dans la domination, mais dans l'interdépendance. En permettant aux Grecs de continuer à exporter leur vin, aux Égyptiens de cultiver leurs papyrus et aux Indiens de transmettre leurs rites, l'Empire devenait bien plus qu'un regroupement de peuples. Il devenait un organisme pluriel, où chaque cellule remplissait sa fonction sans perdre son identité. C'est pourquoi, même après la chute de l'Empire achéménide aux mains d'Alexandre le Grand, les routes, les produits et les liens commerciaux persistèrent. Le commerce perse n'était pas seulement une pratique étatique, mais une culture, un réseau de confiance, une symphonie d'intérêts partagés qui perdura des siècles durant, façonnant le cours de l'histoire économique du monde antique. Mais tout ce qui s'échangeait n'était pas visible aux yeux ni compté en pièces. Au cœur des marchés animés existait un échange plus subtil, celui des symboles, des mythes, des croyances et des visions du monde. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment le commerce perse fut aussi un canal spirituel et culturel, par lequel circulèrent idées, dieux et philosophies qui transformèrent à la manière dont les civilisations se percevaient et se reliaient entre elles. S'il est quelque chose qui transcende les monnaies, les produits et les contrats, c'est bien l'idée. Invisible, intangible, mais infiniment puissante, l'idée voyage plus loin que les caravanes, pénètre plus profondément que l'or et transforme plus radicalement que n'importe quelle épée. Et dans l'Empire perse, une terre située entre les mondes, où la diversité n'était pas seulement tolérée mais intégrée au tissu même de la gouvernance, le commerce n'était pas seulement un échange de biens, c'était un échange de signification. À travers routes, foires, ports et comptoirs, circulaient symboles, mythologie, rituels et visions du monde. L'Empire était un réseau d'échanges immatériels, et ce qui y transitait ne façonnait pas seulement le présent, mais aussi l'avenir spirituel de l'humanité. En observant la Perse achéménide, il est impossible de ne pas remarquer la présence d'une religion qui, bien qu'officiellement dominante, ne cherchait pas à écraser les autres, le zoroastrisme. Avec des racines bien antérieures à la formation de l'Empire et systématisé par Zarathustra, également connu sous le nom de Zoroastre, le zoroastrisme fut adopté et promu par les rois perses comme une doctrine d'ordre cosmique, où la lutte entre le bien et le mal constituait l'axe de l'existence. Dans cette vision du monde, Ahura Mazda représentait la lumière, la sagesse et la vérité, tandis qu'Angra Mainyu symbolisait l'obscurité, le mensonge et le chaos. Mais contrairement à d'autres empires qui imposaient leurs croyances, les Perses comprenaient que la force spirituelle venait de la pluralité et du respect du sacré de l'autre. Ainsi, tout en promouvant les temples du feu zoroastrien,
Ils protégeaient aussi les sanctuaires égyptiens, respectaient les rites babyloniens, reconstruisaient les temples juifs et autorisaient les cultes grecs et hindous dans leur territoire. Cette ouverture faisait des villes et des marchés de l'Empire des espaces de syncrétisme spirituel, où prêtres, scribes et prophètes échangeaient non seulement des marchandises, mais aussi des récits. Imaginez par exemple un scribe babylonien conversant avec un sage perse sur l'origine du monde, un prêtre égyptien expliquant à un marchand indien le voyage de l'âme après la mort, ou un juif revenant de Babylone avec la Torah en main et réinterprétant en hébreu des histoires entendues en araméen. Ces rencontres, possibles uniquement parce que routes, ports et cités étaient ouverts, engendrèrent quelque chose de nouveau, une toile de croyances entremêlée, où le feu zoroastrien pouvait trouver un écho dans le concept hindou du dharma, ou où les récits mythologiques grecs résonnaient avec les contes de Mésopotamie. Dans de nombreux centres commerciaux tels que Babylone, Suse et Ecbatane, émergèrent de véritables laboratoires de traduction et de préservation du savoir. Les textes y étaient copiés, traduits, commentés. Les sages juifs de Babylone réorganisèrent leurs écritures durant l'exil, influencés par la culture locale. Plus tard, les Grecs trouveraient en Orient des sources philosophiques qui influenceraient les courants stoïciens, pythagoriciens et même platoniciens. Le concept même de monothéisme éthique, si central dans les traditions judéo-chrétiennes, trouve des parallèles frappants dans la théologie zoroastrienne. Mais cette circulation spirituelle n'était pas réservée aux grands temples ou bibliothèques. Sur les marchés, les objets portaient des significations cachées, amulettes, statuettes, tissus ornés de symboles sacrés, jarres avec inscriptions, parfums utilisés dans les rituels, pierres associées aux dieux. Tout cela faisait partie du commerce quotidien. Un simple pendentif vendu par un Phénicien pouvait représenter une protection divine dans une maison égyptienne. Une statuette en bois venue d'Inde pouvait être placée sur un autel perse. Ainsi, les produits devenaient des vecteurs de l'invisible, porteurs de croyances voyageant avec leur forme matérielle. Et il y avait aussi la transmission orale. Les conteurs, connus sous divers noms, Gushnav, Hikayatun ou simplement voyageurs, portaient dans leur mémoire mythes, épopées et paraboles. Leurs récits étaient contés sur les places, dans les tavernes, dans les caravansérails. Ils mêlaient réalité et légende, histoire et métaphore, et par leurs mots, les idées prenaient leur envol. Une fable sur la justice perse pouvait arriver en Égypte comme leçon morale. Un conte indien sur la réincarnation pouvait devenir parabole du destin dans les foires d'Anatolie. Ainsi, l'Empire devenait aussi un espace de réinterprétation constante. Les festivals représentaient un autre point de convergence symbolique. Des dates sacrées perses, comme le Nowruzak, le Nouvel An zoroastrien, rassemblaient des peuples de différentes régions lors de célébrations qui, bien qu'ancrées dans la tradition perse, laissèrent place à des rites étrangers. On y partageait plats typiques, danses, chants, prières. C'était comme si l'Empire avait compris que, plus que de contrôler des territoires, il fallait connecter les espérances. Et la foi, sous toutes ses formes, en était l'expression. Un autre reflet de ces échanges symboliques apparaît dans Ullár et l'architecture. Les bas-reliefs de Persépolis représentent des peuples distincts, offrant des tribus, mais aussi vêtus de leurs habits propres, avec leurs expressions uniques préservées. Les palais perses, bien qu'édifiés selon le goût des rois, présentent des influences égyptiennes, mèdes, babyloniennes, urartéennes. L'Empire était un mosaïque, et son esthétique en témoignait, la beauté de la différence réunie en harmonie. Et même après la chute de l'Empire, ces échanges continuèrent à résonner. La pensée religieuse perse influença le manichéisme, le gnosticisme et même certains aspects du christianisme primitif. La tolérance religieuse perse fut rappelée par les Romains, réinterprétée par les philosophes des Lumières et même citée dans des documents modernes relatifs aux droits civils. L'héritage spirituel du commerce perse ne se trouve pas seulement dans les archives archéologiques, mais aussi dans nombre d'idées que nous considérons aujourd'hui comme universelles. Le commerce des idées, croyances et symboles fut sans doute le plus durable de tous, tandis que les tapis s'usaient, que les métaux s'oxydaient et que les parfums se dissipaient, les récits, visions du monde et principes éthiques demeuraient. Ils s'infiltrèrent dans les civilisations voisines, se fondirent en de nouveaux systèmes, inspirèrent de nouveaux empires. Et tout cela commença dans les couloirs des marchés,
dans les conversations entre marchands, dans les gestes de respect entre cultures. Mais l'Empire, comme toute œuvre humaine, devait un jour rencontrer ses limites, et malgré toute sa grandeur, il verrait les mêmes routes qu'il avait renforcées devenir des chemins d'invasion et de chute. Dans le prochain chapitre, nous suivrons ce déclin et comprendrons comment l'arrivée d'Alexandre le Grand redessina la carte du pouvoir et de l'économie perse. Au loin, un nouveau son commençait à résonner le long des routes silencieuses de l'Empire. Ce n'était ni le tintement des caravanes, ni le cri des marchés, ni le murmure des accords entre marchands. C'était le bruit des armures macédoniennes en marche, le fracas de la cavalerie rapide, la respiration haletante d'une conquête traversant déserts, montagnes et cités fortifiées. C'était l'annonce de la fin d'une ère, car bien que les routes fussent encore ouvertes et que les marchés vendissent encore tissus, métaux et parfums, quelque chose commençait à changer. L'arrivée d'Alexandre le Grand ne fut pas seulement un changement de roi, ce fut la rupture d'un équilibre. Et avec elle, le commerce perse entra dans son crépuscule. Pendant 2 siècles, l'Empire achéménide avait tissé un réseau d'échanges reliant le monde connu. Grâce à une infrastructure solide, des routes protégées, des monnaies standardisées et un respect de la diversité, le commerce avait prospéré presque naturellement. Mais cet équilibre, aussi vaste fût-il, possédait un point faible. Il dépendait de la cohésion politique. Lorsque cette cohésion commença à se déliter, tout le reste s'affaiblit. La corruption dans certaines satrapies, la décadence morale de certains rois, les luttes pour le trône et les révoltes régionales minaient peu à peu les fondations de l'Empire. Et c'est dans ce contexte d'instabilité qu'Alexandre avança. En 334 avant Jésus-Christ, Alexandre de Macédoine lança sa campagne contre les Perses, franchissant l'Hellespont avec une armée disciplinée, petite mais animée d'une vision grandiose. Unir l'Orient et l'Occident sous une seule couronne. Sa marche fut marquée par des victoires rapides et dévastatrices. Granicus, Issos, Gaugamel. Des noms devenus synonymes de la chute d'un empire millénaire face à une nouvelle force. Mais l'impact ne fut pas seulement militaire. À chaque ville conquise, la structure administrative perse était démantelée ou absorbée, et avec elle, les rouages du commerce se désajustaient. Les routes autrefois protégées devinrent dangereuses. Les caravanes cessèrent de partir avec la même régularité. Les postes fiscaux furent désactivés. Des tribus hostiles, auparavant contenues par des accords et des patrouilles, commencèrent à attaquer les convois. Le système postal fut abandonné, et avec lui, la communication entre marchés devint erratique. Le darico d'or, jadis symbole de stabilité économique, disparut peu à peu, remplacé par les monnaies grecques. Le commerce ne s'arrêta pas, mais il perdit son organisation impériale, son rythme, son harmonie. Alexandre, de son côté, ne méprisa pas la valeur économique de la Perse. Au contraire, il fut fasciné par le trésor qu'il trouva à Suse, Persépolis et Babylone. On estime qu'en or, argent et monnaie, il saisit l'équivalent de centaines de tonnes, une fortune qui finança ses campagnes et ses constructions pendant des décennies. Mais ce pillage était un signe clair du changement. Ce qui autrefois alimentait les marchés servait désormais de butin de guerre. Ce qui auparavant soutenait routes et comptoirs devenait conversion en puissance militaire et prestige personnel. La destruction de Persépolis, peut-être l'acte le plus symbolique de ce déclin, fut plus que la ruine d'une capitale. Ce fut l'incendie d'archives administratives, de contrats fiscaux, de registres de salaires et de distribution de vivres, de milliers de tablettes documentant l'économie impériale. Bien qu'Alexandre ait tenté de justifier l'incendie comme une vengeance des destructions perses en Grèce, des siècles auparavant, ce geste résonna comme la fin d'une ère de gouvernance fondée sur la diversité et le commerce pacifique. Cependant, il serait injuste de dire qu'Alexandre détruisit tout. Dans de nombreuses villes, il maintint et encouragea même le commerce, établissant des colonies avec des marchés helléniques, réorganisant des routes et favorisant l'échange culturel. La fondation de cités telles que Alexandrie en Égypte, Alexandrie Ariana et Alexandrie Escat visaient en partie à restaurer le réseau commercial sous une nouvelle administration. Mais la nature changea. Le commerce perse, qui auparavant reposait sur l'équilibre entre peuples et le respect des routes locales, prit désormais des contours de domination culturelle. Le grec devint la langue des affaires. L'architecture des marchés se transforma. Le centre de gravité se déplaça vers le Caïsmonde gréco-macédonien, marginalisant d'anciens foyers commerciaux perses. De plus,
L'empire d'Alexandre était un colosse aux pieds d'argile. Après sa mort prématurée en 323 avant Jésus-Christ, sans héritier préparé, son empire fut partagé entre ses généraux, les fameux diadoques, qui se livrèrent à des guerres fratricides pendant des décennies. Cette nouvelle fragmentation politique empêchait toute reconstitution solide du système commercial antérieur. Les satrapies devinrent des royaumes hellénistiques autonomes, et avec cela apparurent de nouvelles barrières, de nouveaux impôts, de nouvelles monnaies, compliquant la circulation autrefois fluide et protégée sous les rois perses. Pourtant, les routes ne disparurent pas. Comme de vieux lits d'un fleuve asséché, elles restèrent enfouies sous le sable du temps, attendant de nouveaux empires pour les ranimer. Et de fait, des siècles plus tard, les Partascaux puis les Sassanides hériteraient de ces structures et, dans une certaine mesure, redonneraient vie au commerce transcontinental, mais jamais avec le même degré d'intégration, de stabilité et de respect culturel qui caractérisa l'ère achéménide. L'héritage du commerce perse, donc, ne prit pas fin, il sommeilla. Il survécut dans les noms des villes, dans les pratiques des marchands, dans les traditions des marchés orientaux. L'idée que le commerce pouvait être un pont entre les mondes, et non seulement un outil de domination, continua d'inspirer. Dans chaque caravansérail qui fleurirait plus tard le long des routes de la soie, dans chaque monnaie standardisée frappée par un empire ultérieur, dans chaque traité commercial signé sur la base de la confiance entre cultures, résonnait encore l'esprit de l'ancien commerce perse. Et peut-être le plus fascinant est de constater que même sa chute, même sa décadence, révéla la profondeur de ce qui avait été construit. Car ce qui disparaît laisse la nostalgie. Et ce qui laisse la nostalgie laisse une empreinte. Alexandre vainquit l'Empire, mais il n'effaça pas son modèle. Il ne fit que le transformer, et ce faisant, prouva combien il avait été puissant. À présent, avec la fin de l'ère achéménide et les routes couvertes par la poussière du changement, nos yeux se tournent vers l'avenir. Car bien que l'Empire ait chuté, ses idées et ses structures commerciales continueraient à façonner le prochain grand réseau du monde antique, les routes de la soie. Et c'est là que l'héritage perse trouvera une nouvelle vie. Même après l'effondrement des palais, le passage des empires de main en main et l'oubli des noms des rois, les routes continuèrent d'exister. Les chemins ne disparaissent pas, ils changent seulement d'usage, de langue, de fonction. Les routes construites par les rois perses, les comptoirs élevés sur les sables brûlants, les monnaies frappées aux symboles divins et les contrats scellés dans l'argile ne disparurent pas avec la chute de l'empire achéménide. Ils transcendèrent leur temps, devenant les fondations silencieuses d'une nouvelle ère d'échange, l'ère des routes de la soie. Pendant des siècles, l'espace géographique qui avait été le noyau de l'Empire perse resta le cœur logistique de l'ancien monde. Là, entre le Tigre et l'Euphrate, entre les plateaux iraniens et les steppes d'Asie centrale, se formait le lien vital entre Occident et Orient. Si les marchands de Grèce et de Rome voulaient atteindre l'Inde ou la Chine, c'était par ces routes, héritières directes des voies perses, qu'ils devaient passer. Les anciennes routes royales de Darius, bien qu'ayant perdu leur système original de postes et de garnisons, demeurèrent l'épine dorsale des échanges intercivilisationnels, durant toute l'Antiquité tardive et le Moyen Âge. Sous les Parthes, vers 247 avant Jésus-Christ et 224 après Jésus-Christ, héritiers indirects des Perses, la Perse retrouva une place centrale dans le commerce eurasiatique. Moins centralisateurs que les Achéménides, les Parthes furent de fins diplomates et d'habiles gardiens de route. Ils savaient que la richesse résidait dans les droits de passage, les taxes sur les marchandises, les tributs des comptoirs. Ainsi, ils réactivèrent des tronçons de l'ancienne route royale, établirent des caravansérails et assurèrent la sécurité minimale permettant aux caravanes de parcourir de longues distances. Grâce à eux, le commerce avec Rome, l'Inde et même la Chine reprit vigueur. Ce fut à cette époque que les routes de la soie prirent leur forme la plus consolidée. Les étoffes de soie quittaient la Chine, traversaient le Turkestan, descendaient les montagnes de Bactriane et franchissaient le plateau iranien avant d'atteindre Antioche, Damas ou Alexandrie. En échange, l'Occident offrait verre, bijoux, vin, métaux précieux et manuscrits. Aïsta. Au centre de ces flux se trouvaient les anciens centres perses, Suse, Ecbatane, Hécatompyle, Ragae, devenus désormais postes avancés d'un commerce mondial naissant, ce qui rendait ces lieux fonctionnels
même des siècles après l'apogée achéménide, tenaient à l'héritage invisible mais puissant laissé par les Perses, une infrastructure culturelle et commerciale. Ils avaient enseigné au monde l'importance de la standardisation des poids et mesures, de la frappe de monnaie fiable, de la protection institutionnelle du commerce, de la coexistence entre ethnies et croyances diverses sous des règles communes. Ces concepts survécurent parce qu'ils fonctionnaient et furent adoptés avec respect par les civilisations postérieures. Sous l'Empire sassanide, 224 et 651 après Jésus-Christ, cet héritage fut intensifié. Considérés comme les restaurateurs de l'ancienne gloire achéménide, les Sassanides investirent massivement dans routes, fortifications, canaux et ports. Ils réactivèrent d'anciens marchés et en fondèrent de nouveaux comme Ctésiphon, devenu l'un des plus grands centres urbains et économiques du monde antique. Là, marchands chinois, arabes, indiens, grecs et arméniens se rencontraient, négociant produits, alliances et idées. Et comme auparavant, le commerce n'était pas seulement matériel. Circulaient aussi manuscrits philosophiques, traités médicaux, rites religieux et traditions artistiques. La religion zoroastrienne, préservée par les Sassanides, reflétait encore cet esprit d'ouverture. Bien que l'empire fût officiellement zoroastrien, il y eut, avec plus ou moins de tolérance selon les époques, une place pour les chrétiens nestoriens, les juifs, les bouddhistes, les hindous et même les manichéens. Cette diversité facilitait les échanges. Un marchand syrien chrétien pouvait commercer en sécurité dans une cité perse, tout comme un bouddhiste indien pouvait trouver hospitalité dans un monastère près des montagnes iraniennes. Les routes passaient également par le Magolfe persique, où des ports comme Ormuz et Siraf devinrent essentiels dans le commerce maritime avec l'Inde, le Yémen, l'Afrique orientale et, plus tard, la Chine par l'océan Indien. Le modèle perse, intégrant routes terrestres et maritimes, forte implication étatique et diversité religieuse, fut repris par de nombreux empires successeurs, dont l'islam. Lorsque l'islam surgit au 7e siècle, les Arabes adoptèrent de nombreuses pratiques commerciales héritées des Perses et les élargirent, inaugurant une nouvelle phase de la mondialisation médiévale. Durant l'ère islamique, nombre de villes ayant été des centres perses renaquirent comme piliers du commerce musulman. La langue persane elle-même demeura des siècles durant une langue savante et commerciale au Moyen-Orient, utilisée pour contrats, poésie, traités scientifiques et registres marchands. L'architecture des bazars, l'organisation des caravansérails, l'usage de tables fiscales, l'administration des marchés, tout cela plongeait ses racines dans le modèle perse ancien, désormais adapté à de nouvelles croyances et circonstances. Ainsi, le commerce perse devint une chaude nappe souterraine de l'histoire, invisible au regard pressé, mais essentiel à la cohésion des empires et au rayonnement des cultures. Les tapis continuaient d'être tissés, non plus seulement comme objet de luxe, mais comme porteurs d'histoire. Les routes continuaient d'être parcourues, transportant désormais porcelaine chinoise, épices de Java, or de Nubie et manuscrits de Bagdad. L'héritage perse se retrouvait dans chaque pas de ces caravanes, chaque parchemin enroulé, chaque monnaie échangée sous le soleil du désert. Et le plus impressionnant est que cet héritage ne disparut pas avec la modernité. Aujourd'hui encore, les anciennes routes de la soie et les centres commerciaux d'Iran et du Moyen-Orient reflètent les principes posés par les Perses. Infrastructures solides, respect de la diversité, encouragement à la mobilité, équilibre entre tradition et innovation. Partout où il existe un marché vibrant, un pont entre cultures, une monnaie fiable et une langue partagée, on retrouve la présence lumineuse d'un empire qui enseigna au monde l'art d'unir les peuples par l'échange et non par la guerre. Mais comment savons-nous tout cela? Comment connaissons-nous les détails de ces échanges, de ces routes, de ces monnaies et de ces marchands disparus depuis des millénaires? Ce sont les fragments préservés dans la terre qui nous les révèlent. Inscriptions, tablettes, artefacts archéologiques, textes anciens. Et c'est à travers eux que nous allons maintenant plonger dans les coulisses de la mémoire. Dans les déserts d'Iran, parmi les ruines de palais enfouis sous le temps, entre fragments de céramique oubliés et tablettes d'argile qui ont résisté pendant des millénaires au silence des âges, reposent les indices d'un monde ancien qui, bien qu'ayant disparu de la surface, continue de palpiter sous nos pieds. C'est par les mains délicates de l'archéologie, par la patience des épigraphistes et par la curiosité insatiable des historiens
que nous commençons à reconstruire ce qui, durant des siècles, n'exista qu'à l'état d'écho. Le fonctionnement concret du commerce perse, son étendue, son organisation et son âme. La redécouverte de la civilisation perse ne s'est pas faite d'un seul coup. Longtemps, elle fut perçue uniquement à travers les yeux de ses conquérants. Les récits de Hérodote, par exemple, précieux certes, sont souvent filtrés par sa vision grecque et déforment parfois les détails en faveur de l'exotisme. Mais à mesure que des fouilles systématiques furent entreprises, surtout à partir de la fin du XIXe siècle, une nouvelle image émergea, celle d'un empire extrêmement sophistiqué, méticuleux, organisé et profondément attaché au fonctionnement du commerce. L'une des découvertes les plus impressionnantes provient de Persépolissa, la cité sacrée et administrative fondée par Darius Ier. Là, des milliers de tablettes d'argile rédigées en élamite, en akkadien et en araméen furent mises au jour, soigneusement empilées, protégées par des structures effondrées. Connus sous le nom Archives de Persépolis, ces documents révèlent des détails profonds de la vie économique quotidienne de l'Empire. On y trouve des listes de paiements versés aux travailleurs, notamment à ceux impliqués dans la construction de palais et de canaux, des registres de distribution de grains, de gestion de stock, des itinéraires de transport, des noms de fournisseurs et même des mentions de paiement effectués en nourriture ou en tissu plutôt qu'en monnaie. Ces tablettes ne sont pas de simples documents froids, elles sont le reflet d'une société vivante. Grâce à elles, nous savons que des femmes travaillaient et percevaient des salaires, que des communautés entières étaient organisées autour de tâches commerciales, et qu'il existait une logistique très bien structurée pour transporter des biens d'un point à l'autre de l'Empire. Plus encore, elles révèlent qu'il y avait une confiance institutionnelle suffisante pour enregistrer, contrôler et redistribuer la richesse de manière centralisée et transparente. L'économie perse dépassait largement l'échange de produits. Elle était un système vivant de gestion, d'administration et de planification à long terme. Au-delà de Persépolis, les fouilles de Psuse, Ecbatane et d'autres grandes cités ont livré une profusion de monnaies, de sceaux cylindriques, de poids de pierre et d'objets liés au commerce. Les Sonkaso, en particulier, illustrent le soin apporté au contrat. Ils servaient à authentifier les accords entre parties, à marquer des marchandises, des caisses de transport ou des lettres commerciales. Chacun était unique, souvent accompagné d'inscriptions trilingues et de motifs symboliques indiquant l'origine, le propriétaire ou le contenu protégé. Ces objets montrent un empire où le commerce reposait non seulement sur la confiance entre individus, mais aussi sur un appareil institutionnel robuste. Les monnaies racontent elles aussi leur histoire. Le fameux daric d'or, frappé par Darius Ier, était reconnu pour sa pureté et son poids constant. Son motif, représentant le roi armé, symbole de pouvoir et de stabilité, servait à la fois de propagande et de garantie de valeur. Comme ces pièces ont été retrouvées non seulement en Perse, mais aussi en Grèce, en Égypte et en Asie centrale, nous savons qu'elles furent largement acceptées, fonctionnant comme une sorte de dollar de l'Antiquité. À côté du daric, des monnaies en argent et en cuivre circulaient pour les transactions courantes, révélant une économie monétaire sophistiquée et adaptée aux différents niveaux sociaux et marchés. Autre source précieuse, les inscriptions royales, comme celles de Bisitun, de Naksh et Rostam, ou encore des palais de Persépolis. Si elles glorifiaient souvent les conquêtes militaires et la légitimité des rois, elles mettaient aussi en avant les réalisations civiles, routes, canaux, systèmes d'irrigation, marchés, entrepôts. L'image que les souverains perses projetaient d'eux-mêmes, garants de l'ordre, de la justice et de l'abondance, est intimement liée à une gouvernance qui faisait du commerce une priorité. Les découvertes ne se sont pas limitées au sol perse. Des archéologues travaillant dans des cités grecques, sur des sites babyloniens, dans les marchés phéniciens, dans des ports égyptiens, ou dans des villes indiennes, ont également trouvé des traces d'échanges avec l'Empire. Des fragments de céramique perse à Athènes, des darics enfouis à Alexandrie, des textes administratifs en araméen dans les oasis de la route de la soie. Tout cela atteste de l'ampleur de ce réseau commercial. Même dans des grottes en Chine, on a découvert des étoffes et des bijoux portant l'empreinte du style perse, suggérant que les routes établies à l'époque achéménide furent bien les ancêtres des routes de la soie classiques. Un autre trésor silencieux réside dans les textes transmis par des traditions postérieures. Des auteurs arabes et perses de l'époque islamique
tels que Al-Tabari et Al-Biruni, évoquent le commerce perse avec admiration, présentant les Achéménides comme des modèles d'administration éclairée. Les chroniqueurs juifs et arméniens parlent aussi de cette époque comme d'un temps de stabilité pour les échanges. La mémoire de cet empire resta gravée non seulement dans la pierre et le métal, mais aussi dans l'oralité et la tradition littéraire des peuples qui lui succédèrent. Plus récemment, des technologies comme l'imagerie satellitaire, le radar pénétrant le sol et l'intelligence artificielle appliquée à l'archéologie ont permis de reconstituer des routes disparues, révélant des schémas d'occupation correspondant aux descriptions antiques des voies perses. Ces études confirment ce que les historiens pressentèrent déjà. L'Empire ne se contenta pas de dominer l'espace, il l'organisa avec une précision remarquable, au service de l'intégration commerciale et de la circulation des biens et des idées. Ainsi, pierre après pierre, fragment après fragment, mot après mot, le passé commercial de l'Empire perse se reconstruit sous nos yeux, non comme un mythe ancien, mais comme une réalité complexe, fonctionnelle et profondément humaine. Chaque objet retrouvé, chaque inscription déchiffrée, chaque structure révélée par le temps nous parle d'un peuple qui comprit, avant presque tous, que la prospérité naît de l'échange, de la circulation et de la coexistence. Pat. Mais maintenant que nous avons exploré routes, rois, marchés, produits, symboles et archives, il reste une dernière question. Que nous enseigne tout cela aujourd'hui? Quel est l'héritage véritable, non pas archéologique, mais philosophique, du commerce perse? C'est avec cette réflexion que nous conclurons notre voyage. Quand nous regardons le passé à travers les lentilles du temps, ce que nous voyons ne se limite pas aux ruines, aux cartes anciennes ou aux noms gravés dans la pierre. Ce que nous apercevons, si nous regardons attentivement, c'est l'essence même de ce que nous sommes. Des êtres reliés les uns aux autres, mus par le besoin de communiquer, d'échanger, de comprendre et de se rapprocher. Au cœur de chaque marché perse, de chaque route tracée à travers les montagnes, de chaque caravansérail dressé sous le ciel étoilé, battait une vérité silencieuse mais éternelle. L'humanité ne prospère que lorsqu'elle se rencontre. Le commerce dans le monde perse n'était pas seulement une activité économique, c'était une philosophie de vie, une vision qui voyait dans l'autre non pas une menace, mais une possibilité, qui percevait dans les différences culturelles non pas un obstacle, mais un pont, qui comprenait que la paix, cette paix durable, féconde et stable, ne s'obtient pas avec des lances, mais avec la confiance. Les Perses ont bâti un empire non seulement avec des armées, mais aussi avec des routes, des contrats, des sceaux, des monnaies et des marchés. Et ce faisant, ils nous ont appris que le véritable pouvoir réside dans la capacité à relier des mondes différents, sous une même logique de respect mutuel et de collaboration. Cette interconnexion n'était pas un hasard, c'était un projet, c'était un but. Quand Darius fit construire la route royale, il ne voulait pas seulement raccourcir des distances, il voulait créer un réseau invisible où les idées, les produits et les peuples pouvaient circuler librement. Quand les rois permirent la coexistence des temples zoroastriens, des sanctuaires babyloniens, des synagogues juives et des cultes hindous, ils ne faisaient pas que tolérer la diversité, ils embrassaient la complexité du monde humain, comprenant que la stabilité naît de l'intégration et non de l'uniformité. Il est facile de concevoir le commerce comme quelque chose de froid, de calculé, orienté uniquement vers le profit et l'accumulation. Mais dans l'Empire perse, il était aussi chaleur, rencontre et espérance. Une tunique venue d'Inde n'était pas seulement un tissu, elle était le fruit de mains qui tissaient, Dieu qui choisissait à la couleur, d'histoires racontées au bord du métier à tisser. Un vase phénicien vendu à Suse portait avec lui des siècles de savoir nautique, de traditions artistiques et de pratiques religieuses. Un seau apposé sur une tablette d'argile était plus qu'un signe de propriété. C'était un pacte de confiance, une promesse qu'entre des parties éloignées existait quelque chose de commun. Et c'est peut-être là le véritable héritage du commerce perse. La démonstration que derrière les marchandises existent des liens invisibles entre les êtres humains, que tout échange est en réalité une forme de reconnaissance, que tout contrat est un geste de foi, que toute route, aussi aride qu'elle paraisse, est une invitation à la rencontre. En observant le présent, il est inévitable de constater que nous marchons encore sur des chemins semblables. Nos marchés sont désormais numériques, nos contrats dans le nuage, nos monnaies des codes. Mais le principe reste le même.
Quand nous achetons quelque chose venant d'un autre pays, nous répétons le geste d'un marchand perse qui tendait la main à un étranger. Quand nous traduisons des livres, exportons de la culture, partageons des savoirs, nous empruntons les mêmes routes de connexion qui relièrent Babylone à Taxila, Sardes à la vallée de l'Indus. Et lorsque nous parlons de mondialisation, d'innovation, de réseaux intercontinentaux, nous oublions souvent que tout cela existait déjà, sous une forme étonnamment avancée, au cœur de l'ancien empire perse. Ils nous ont montré qu'il est possible de bâtir un empire sans effacer les cultures, une économie sans détruire la diversité, une route qui ne transporte pas seulement des richesses, mais qui redonne aussi de la dignité. Au terme de ce voyage, la leçon demeure. L'histoire du commerce perse est, avant tout, une histoire de connexion humaine. De la manière dont des hommes et des femmes, séparés par des montagnes, des langues et des croyances, ont trouvé des moyens de coopérer. De la manière dont l'interdépendance est plus naturelle que l'isolement. De la manière dont la vraie richesse ne réside pas seulement dans l'or, mais dans la confiance, la curiosité et le courage de s'ouvrir à l'inconnu. Et peut-être, dans un monde qui aujourd'hui se fragmente en tant de directions, pouvons-nous tourner nos regards vers le passé, non comme une fuite, mais comme un phare. Que les routes anciennes nous inspirent à tracer de nouveaux chemins. Que les marchés de Suse nous enseignent l'écoute. Que les seaux d'argile nous rappellent la valeur de la parole donnée. Et que l'esprit perse, celui qui voyait le commerce comme un pont et non comme un mur, continue de murmurer ses leçons entre les pages de l'histoire et les vents éternels du désert.